Pascal Perrineau, bonjour. Bonjour. À quoi avons-nous assisté dimanche soir? Les chiffres disent à un match nul entre la gauche et la Macronie. Les commentaires disent plutôt à une performance de la NUP et une contre-performance d'ensemble. De votre côté, comment analysez-vous ce premier tour des législatives? Écoutez, il y a une vérité des chiffres. Ils sont roue dans roue. C'est plutôt un match nul. Parce que si vous regardez attentivement ces chiffres, le bloc majoritaire, ensemble, en effet, si on compare ce qui est comparable par rapport aux législatives, a perdu environ 3 points. Si vous regardez de l'autre côté la NUP et les composantes de la NUP, ils ont gagné 2 à 3 points. C'est-à-dire qu'au fond, on assiste à une assez grande stabilité de ces blocs, même si, bien sûr, avec la NUP, une gauche et une gauche radicale plutôt, est de retour, puisque l'essentiel de la composition de celles et ceux qui constitueront les groupes qui vont fonctionner la NUP, c'est la France insoumise. C'est-à-dire c'est une France insoumise qui a soumis le PS, les Verts et les communistes. On parle beaucoup d'une sorte de résurrection de la gauche après des années et des années d'échecs électoraux. Pourtant, à peine plus d'un quart des voix, dans l'absolu, c'est pas un score fabuleux. Non, c'est pas un score fabuleux, et même par rapport à ce que tous ces candidats, Jadot et les autres, avec Mélenchon, Anne Hidalgo et Fabien Roussel, avaient su attirer au premier tour de l'élection présidentielle, ils sont même en érosion. Donc 25 à 26% pour un bloc de gauche en France, ça n'est pas grand-chose. Souvenons-nous l'époque où c'était plus d'un tiers, plus de 40% pour la gauche dans les premiers tours. En tout cas, c'est une déception pour le camp macroniste, oui, même s'il arrive, on va dire, d'une très courte tête devant. À quoi l'attribuez-vous, cette déception et ce résultat qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes au premier tour, bien sûr. Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a le fait que ces forces qui constituent ensemble, en tout cas, en particulier pour les marcheurs, ne sont jamais devenues de vrais partis locaux. Or, une élection législative, c'est aussi une élection locale dans les 577 circonscriptions. Et même les députés sortants de la Macronie, très souvent, ce sont des hommes et des femmes inconnus au bataillon. Donc, il y a la mesure aussi de l'échec de ces forces à devenir de vraies forces locales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une campagne qui a été une campagne mais indigente. Une campagne, il y a eu déjà une campagne présidentielle qui était au bord de l'indigence. Là, cette fois-ci, on était vraiment dans une campagne. Mais ça a plutôt marché à la présidentielle, pas cette fois-ci. Pas campagne tardive, campagne extrêmement tardive, programme extrêmement flou, manque d'énergie, une première ministre qui n'était pas dans sa peau de chef de la majorité, un président qui venait un peu, j'allais dire, on allait le rappeler, on allait le chercher pour combler le vide. Tout ça n'a pas été un instrument de mobilisation pour la majorité. Si Emmanuel Macron devait décrocher moins de 289 députés à l'issue du second tour, c'est une hypothèse envisagée par les instituts de sondage, dimanche prochain, en quoi la situation serait-elle comparable ou pas à ce qu'avait connu François Mitterrand en 1988, réélection à l'Élysée, mais pas de majorité absolue à l'Assemblée? Alors, elle serait à la fois proche et il y aurait quelques différences. Elle serait proche parce qu'en 1988, François Mitterrand réélu, en effet, ne dispose pas de la majorité, mais au fond, il lui manque quelques unités pour atteindre la barre des 289, et le gouvernement de Michel Rocard va de temps en temps s'appuyer sur les élus d'outre-mer, de temps en temps sur les élus centristes et de droite modérée, qui vont rentrer d'ailleurs dans le gouvernement. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu un gouvernement qui s'est élargi à ce moment-là. De temps en temps, ils vont vers les communistes, et c'est avec eux qu'ils élaborent des majorités. Et puis, il y avait, et ça c'est la différence, il y avait un article 49 alinéa 3 qui permettait, j'allais dire, de mater une majorité réticente. Là, l'article, il l'a utilisé 28 fois, je crois, Michel Rocard. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, depuis la réforme de 2005, on ne peut utiliser qu'une fois par session. Donc, la majorité n'a plus cet instrument. Donc, la majorité est plus exposée, ça sera plus difficile, surtout si la marge qui les sépare des 289, c'est, allez, 20 députés, etc. Là, ça deviendra compliqué et il faudra peut-être passer à ce moment-là à un accord plus institutionnel. Une forme de coalition? Une forme de coalition avec LR, l'UDI, un groupe d'hiver gauche. Il y a un groupe d'hiver gauche, c'est pas complètement impossible. Donc voilà, ça sera une tâche qui ne sera pas facile, mais au fond, ça apprendra à Emmanuel Macron et au président un peu de culture parlementaire. On se mettra autour d'une table, on discutera, on cherchera des compromis,
Et au fond, moi, je vis ça plutôt comme une qualité que comme un défaut. En 2017, on disait que Macron avait cannibalisé les sociaux-démocrates. Est-ce que le Macron 2022 là, est en train de cannibaliser la droite modérée, la droite classique? Alors, c'est vrai qu'avec Horizon, en particulier Agir, il a déjà, oui, cannibalisé. Mais enfin, j'allais dire, quand vous regardez la cannibalisation d'Horizon, elle n'est que partielle, parce qu'on sait très bien que dans les mois et les années qui viennent, Horizon va chercher à exister dans l'après-macronisme, dans l'héritage. Ça se sent déjà dans une interview d'Édouard Philippe au Figaro ce matin, par exemple. Hein. Et d'autre part, LR, qui pour l'instant fait de la résistance, ils vont perdre plus de la moitié de leur groupe parlementaire, mais LR qui fait de la résistance peut retrouver un rôle en étant une forme de parti charnière qui aidera à faire sur tel ou tel projet, tel ou tel budget des majorités. Tournons-nous vers le second tour. On voit bien que la tentation des macronistes, plus ou moins assumée d'ailleurs selon les personnalités, c'est de présenter la NUP comme une alliance d'extrême gauche sous la coupe des Insoumis et de la même façon qu'on présente le Rassemblement national comme un parti d'extrême droite. Est-ce que ce message peut être compris par les électeurs alors qu'il y a moins de 2 mois, Emmanuel Macron en appelait à ses électeurs de gauche face à Marine Le Pen? Non, il y a un problème un peu de cohérence dans la campagne macroniste. Le et de gauche et de droite permet de faire parfois un petit peu n'importe quoi, dans un temps très court, le contraire de ce que l'on a dit quelques semaines plus tôt, et ça, je ne crois pas que ça sert à mobiliser l'électorat. L'électorat est exaspéré qu'on lui dise de plus en plus de voter contre, que ce soit contre la droite radicale, contre la gauche radicale. Les électeurs ont envie qu'on leur dise, qu'on leur donne de bonnes raisons de voter. Un projet, une ambition pour le pays. Il faut bien reconnaître, là, qu'aux législatives, on n'avait aucun projet, aucune ambition pour le pays, d'où que cela vienne. Mais il y a une réalité. Oui, il y a un bloc central et il y a tout de même 2 tempéraments de droite radicale et de gauche radicale. Parce qu'on parle d'union de la gauche. Mais attendez, l'union de la gauche, c'était pas cela. L'union de la gauche, ça s'arrêtait au Parti communiste, et à la gauche du Parti communiste, il n'y avait pas d'union. Et puis c'était une union entre les 2 tours. Là, c'est une union avant le premier tour, avec une influence énorme de la France insoumise. Donc c'est vrai qu'il y a, je ne dirais pas une extrême gauche, mais il y a une NUP qui est une gauche radicale, de manière claire. Mais on voit bien que les différents acteurs au sein de la Macronie ont du mal à se positionner là-dessus. Est-ce qu'ils sont en train de se prendre les pieds dans le front républicain ? Ils se sont pris les pieds, à commencer par la Première ministre, qui annonce qu'il y a en effet 2 ennemis, gauche radicale, droite radicale, et puis tout d'un coup, de vieux souvenirs du fameux Front républicain, et on se dit non, il y a un ennemi prioritaire, la droite radicale, tout ça fait un peu désordre. Sommes-nous arrivés au bout de la logique du mode de scrutin majoritaire? Il est conçu comme une sorte de miroir déformant de l'opinion des Français, mais cette déformation est voulue pour dégager une majorité stable. Or, on n'aura peut-être pas de majorité stable dimanche prochain. On n'aura peut-être pas de majorité stable, en dépit, en effet, du mode de scrutin majoritaire à 2 tours. C'était déjà le cas d'ailleurs en 1988. Donc, ce n'est pas une assurance tout risque. Et je crois que quand vous avez comme ça 3 pôles politiques, plus tout de même un 4e pôle, puisque la droite modérée et le centre résistent aussi, pour l'UDI et LR, c'est difficile de faire rentrer 3 ou 4 dans 2. Le scrutin majoritaire à 2 tours, c'est un scrutin qui contraint presque à la bipolarisation. Et là, on voit bien que le paysage n'est pas un paysage bipolaire. Donc, il faut en tirer les conséquences, ne pas casser l'instrument. Je crois garder une logique majoritaire, mais avec un correctif proportionnel. Voilà. On a énormément parlé de l'abstention record. Ce sont les jeunes qui votent le moins. Est-ce que, passez-moi l'expression, ça leur passera avec l'âge? Ou bien est-ce que c'est un comportement qui risque d'être durable? J'espère que ça leur passera avec l'âge, parce que 70% des moins de 35 ans qui s'abstiennent, ça laisse présager un avenir sombre s'ils gardaient ce type de tempérament. Mais on sait aussi qu'avec l'intégration dans la vie professionnelle, l'intégration simplement dans la société, le fait de regarder de loin le spectacle politique a tendance un peu à s'atténuer. Parce que s'ils gardaient ce type de tempérament, assez vite, la démocratie représentative va vaciller sur ses bases.
c'est-à-dire va se poser très vite un problème de légitimité. Si vous avez... vous voyez, déjà, là, on a moins d'un électeur sur deux qui se déplace. Si on n'en a plus qu'un gros tiers, là, il y aura problème. Est-ce qu'il faut s'attendre justement, conséquence de cette abstention, à ce que, par exemple, les mécontents qui ne se sont pas exprimés dans les urnes, on les retrouve dans la rue dans les 5 ans qui viennent? Ou alors est-ce qu'il y a une forme d'apathie, d'indifférence à la chose publique? Alors, il y a une forme, il y a les deux. Hein. Il y a une forme d'apathie, on le voit bien, de gens qui maintenant regardent la politique comme si c'était une chose annexe, pas essentielle. Comme si d'ailleurs très souvent aussi, on le voit chez les jeunes, la politique ça se passait ailleurs. Ça se passait au niveau mondial, dans les instruments de gouvernance mondiale, ça se passait au niveau de l'Union européenne, au fond, que le pouvoir national, le pouvoir politique national était devenu peu à peu un théâtre d'ombre. C'est un des éléments de l'abstention. Donc il y a là quelque chose qui est assez préoccupant parce qu'on n'a pas trouvé encore au plan supranational les instruments d'expression démocratique qui permettraient d'impliquer les populations dans la prise de décision. Alors le troisième tour social, il n'est pas à exclure parce que quand vous regardez les enquêtes d'opinion, tout de même, l'ambiance est mauvaise. On n'a jamais vu un Premier ministre avec un aussi faible niveau de popularité, 30% pour Madame Borne, et le Président de la République, c'est 37%, à peine élu. Vous voyez, hein, il y a une différence d'être élu ou d'être réélu. Quand on est réélu, il n'y a même pas de période de lune de miel, quoi. Tout de suite, on devient la cible. Merci beaucoup, Pascal Perrineau.